Dès février 2022 et l'invasion de l'Ukraine, la Russie a été ciblée par d'importantes sanctions économiques de la part des pays occidentaux. Pourtant, quand on fait le point 3 ans plus tard, les soldats russes ne manquent pas de matériel et le Kremlin se vantait même en 2024 d'atteindre une croissance de 4%. Alors il faut dire que la situation est d'autant plus surprenante quand on se rappelle l'optimisme qui était celui du ministre français de l'économie Bruno Le Maire juste après le début du conflit. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Et il faut bien dire que pour sanctionner la Russie, l'Union européenne et les États-Unis avaient sorti l'artillerie lourde. Le premier objectif, c'était de mettre à mal les exportations de la Russie en arrêtant de lui commander tout un tas de marchandises, en particulier le pétrole et le gaz, qui sont une source importante de revenus pour l'État russe. Et le deuxième objectif, c'était d'écarter la Russie du système bancaire international. Et pour ce faire, beaucoup de banques russes ont été exclues du système SWIFT qui permet les transactions entre les banques de différents pays. L'objectif, il était très clair, rendre la Russie incapable de financer la guerre sur le long terme et montrer les muscles face à Vladimir Poutine. Non mais pour qui il se prend? On est en République, bordel de merde! Le problème, c'est que la Russie s'était préparée à de telles sanctions, d'autant plus qu'elle en subissait déjà un certain nombre depuis l'annexion illégale d'un territoire ukrainien en 2014, la Crimée. Sur le plan financier, le Kremlin avait veillé à réduire considérablement sa dépendance au dollar en accumulant tout un tas d'autres devises. Mais surtout, ce qu'ont fait les Russes, c'est qu'en amont du conflit, ils ont conçu leur propre système de messagerie bancaire, ce qui fait que les transactions vers tout un tas d'autres pays ont pu continuer malgré les sanctions. Ah ouais, donc finalement qui est le plus con dans l'histoire? Ensuite, et c'est probablement le point le plus important, la Russie a tout simplement cherché de nouveaux partenaires commerciaux, que ce soit la Chine, la Turquie ou beaucoup d'autres. Pour donner un seul chiffre qui est assez éloquent, sur la seule année 2022, les exportations de pétrole de la Russie vers l'Inde ont été multipliées par 22. Sans compter qu'avant le conflit, Poutine avait cherché à rapprocher son pays au maximum de l'autosuffisance alimentaire. Bref, quand on considère tout ça, les conséquences des sanctions occidentales, elles se dégonflent un peu. C'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font pchit. Mais ne vous y trompez pas, la situation économique de la Russie, elle est loin d'être toute rose. Déjà parce que faire la guerre, ça coûte cher, et les entreprises d'armement russes s'endettent considérablement depuis 3 ans, il y a peu de chances que ce soit viable, mais aussi parce que faire la guerre, ça fait cruellement manquer de main-d'œuvre. Parce que beaucoup des personnes en âge de travailler, elles sont soit sur le front, soit elles se sont enfuies à l'étranger. Donc actuellement en Russie, les entreprises ont du mal à embaucher, donc elles doivent augmenter les salaires. Résultat, les prix augmentent, l'inflation actuelle en Russie, elle serait de 8%, et encore ça, c'est les chiffres du Kremlin, il y a des chances qu'en fait, ce soit beaucoup plus. Quel menteur celui-là. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Bref, l'économie russe, elle montre des signes d'affaiblissement, mais globalement, elle tient le coup. Et comprendre ça, c'est important pour expliquer que Vladimir Poutine se montre aussi peu pressé de négocier la paix.